Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part cette semaine au Palais de la République aux travaux d'un sommet virtuel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La suite dans ses commentaires. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part au Palais de la République aux travaux d'un sommet virtuel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce sommet a été consacré à l'évolution de la situation actuelle au Soudan suite à des escalades militaires entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. La réunion a été dévolue pour mettre en lumière plusieurs points importants, à savoir un constat général des dégâts humains et matériels. Au cours de ce sommet, les débats ont abouti à mettre en place une feuille de route mise en place par l'Union africaine afin de mettre fin aux hostilités militaires entre les deux belligérants. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Conseil de paix et de sécurité ont exhorté les protagonistes au conflit au Soudan à cesser le feu immédiatement et mettre fin à toute hostilité militaire, mais aussi faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers des milliers de civils pour répondre aux besoins humains immenses et croissants. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 30 mai la 8e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions ont été examinées et approuvées. Voici donc le rapport de ces travaux avec le ministre de la Justice, également ministre des Affaires étrangères par intérim, son Excellence Ali Hassan Bahdoun. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 30 mai 2023 la 8e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère du Budget, Ministère de l'Économie et des Finances. Première question. Communication sur l'évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques suivant la méthodologie PEFA. Le ministère du Budget et le ministère de l'Économie et des Finances ont présenté conjointement la première évaluation du système de gestion des finances publiques de la République de Djibouti. Première évaluation selon la méthodologie PEFA, qui veut dire Public Expenditure and Financial Accountability. C'est un système de gestion des finances publiques et de reddition de comptes. Cette évaluation a été réalisée par une équipe d'experts internationaux en gestion des finances publiques, accompagnée d'experts et de cadres nationaux. Cette évaluation externe a été réalisée à la demande des autorités nationales par la Banque mondiale, l'AFD et l'Union européenne afin de mesurer les forces et les faiblesses du système de gestion des finances publiques. La méthodologie PEFA permet en effet de renseigner sur le processus d'élaboration et d'exécution du budget et permet de mesurer l'adéquation entre le système actuel et un niveau optimal du système de gestion des finances publiques. Cette évaluation de la performance s'est déroulée entre mars 2022 et novembre 2022 et a porté sur 3 exercices clôturés, à savoir 2018, 2019 et 2020. Le PEFA permet d'analyser la manière dont les performances dans les différents domaines de la gestion des finances publiques influent sur la réalisation des 3 principaux objectifs financiers et budgétaires complémentaires suivants. 1. Le maintien de la discipline budgétaire. 2. La capacité de définir des stratégies publiques et d'allouer des ressources en tenant dûment compte de ces stratégies. Et 3. La fourniture efficace des services publics. Cette évaluation a mis en exergue que le système actuel nécessite, en l'état, certaines améliorations qui concernent, premièrement, les aspects de la discipline budgétaire et financière. Deuxièmement, la gestion des investissements publics. Troisièmement, la prise en compte de la dimension d'efficience dans le cadre du budget et du reporting annuel. L'absence d'un budget programme a également été relevée et demeure parmi les objectifs à atteindre. Le cadre juridique doit également être complété et amélioré par le renforcement du circuit budgétaire. A également été souligné, premièrement, l'obligation d'une plus grande cohérence entre la vision stratégique et les lois de finances annuelles. Deuxièmement, l'absence d'une approche programmatique du budget. Troisièmement, l'absence d'interface entre la chaîne des dépenses et les chaînes de recettes, impôts et douanes, de manière à disposer d'un système intégré d'information budgétaire. L'évaluation a également mis en exergue le besoin d'une stratégie de réforme des finances publiques
qui permettra non seulement d'améliorer la qualité de gestion de ces dernières, mais aussi de tendre vers des normes et critères méthodologiques internationaux. Il a été indiqué que cette évaluation diagnostique permettra de documenter et de faciliter l'élaboration d'une stratégie globale de réforme de la gestion des finances publiques et la préparation des plans d'action opérationnels chiffrés déclinés en priorités stratégiques et en actions concrètes. Il ressort de cette évaluation que la performance des systèmes de gestion des finances publiques de notre pays, même si elle est favorable à la réalisation d'objectifs de discipline budgétaire, s'avère quand même moins favorable à l'atteinte des objectifs, qui sont l'allocation stratégique de ressources et des prestations de services publics de qualité. Sur la base des propositions faites lors de cette évaluation, il a été convenu la mise en œuvre globale des réformes qui s'inscriront dans le cadre de l'assainissement des finances publiques et de la gouvernance. Cette évolution de la performance budgétaire réalisée par les auditeurs externes à la demande du ministère des Finances et de l'Économie et du ministère du Budget, tout comme la présentation de cette évaluation en Conseil des ministres et la publication de l'évaluation au journal officiel de la République de Djibouti, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du système de gestion des finances de la République de Djibouti et la reddition de comptes, ainsi que le renforcement de la gouvernance publique. Le Conseil des ministres a donc pris acte de la communication sur les PFA. Ministère de la Santé. Deuxième question. Projet de loi portant création d'un centre hospitalier universitaire de Djibouti. Le projet de loi vise la création d'un centre hospitalier universitaire, CHU de Djibouti, établissement public administratif à caractère sanitaire, scientifique et pédagogique. Le centre hospitalier universitaire permet de fédérer 4 établissements hospitaliers qui sont l'hôpital Pelletier, l'hôpital de Belbela Chero, l'hôpital pneumologie Shakib Saad et la maternité Dar al-Hanan. Ce centre vient accompagner la réforme du système de santé djiboutien que le ministère de la Santé a amorcé en 2022 par l'organisation d'un symposium national sur la santé. Il constitue aussi une action indéniable dans la mise en place d'un plan national de développement de la santé 2020-2024 qui ambitionne l'accélération des progrès vers la couverture sanitaire universelle et l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment ceux liés à la santé, et ce, en assurant une offre équitable des soins de qualité pour tous et partout dans le pays et qui répond aux besoins de la population. La concrétisation de ce projet s'inscrit parfaitement dans la politique de santé, notamment le droit à la santé comme mission essentielle de l'État. Ce projet de loi précise et définit les différents organes d'administration de la structure. La mise en place du CHU de Djibouti participera fortement à compléter l'effort et l'offre de soins hospitaliers existants en rehaussant les soins de santé et en assurant la disponibilité des soins tertiaires et universitaires dans notre pays. Le CHU de Djibouti permettra également de renforcer la synergie au sein des structures sanitaires et au bénéfice de la population. La création du CHU de Djibouti vise aussi le renforcement des activités liées à la santé publique, notamment les activités de la promotion de la santé, de la prévention et celles qui relèvent de la sécurité sanitaire. Le but de ces réformes est d'améliorer les performances des hôpitaux sur le plan de la gestion et de la qualité. Poursuivons avec la deuxième partie du rapport des travaux de la 8e séance du Conseil des ministres, toujours avec Ali Hassan Bahdan, ministre de la Justice, mais aussi ministre des Affaires étrangères par intérim. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Troisième question. Projet de décret portant création du statut particulier des ingénieurs et des techniciens des systèmes spatiaux. Le projet de décret vise à créer le statut particulier des ingénieurs et techniciens des systèmes spatiaux. Ces ingénieurs et ces techniciens sont amenés à gérer l'ensemble des activités scientifiques et techniques relatives à la conception et à la réalisation des systèmes spatiaux, ainsi que leur gestion avant, pendant et après les opérations de vol. La création de ce statut particulier s'avère nécessaire
en raison de la spécificité ou de la sensibilité des missions poursuivies par le personnel de ce corps. Le projet de décret précise les modalités de rémunération et de bonification, ainsi que les avantages auxquels peuvent prétendre les ingénieurs de développement et de gestion des systèmes spatiaux et les techniciens supérieurs. Ce texte vise donc à mettre en place un statut spécifique pour les personnels possédant les formations et les qualifications professionnelles dans le domaine de l'industrie spatiale. Le ministère du Budget. Quatrième question. Projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 35 de 2017, du 25 janvier 2017, portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Le projet d'arrêté a pour objet la modification de l'arrêté numéro 2017-035/PR/MB du 25 janvier 2017 portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. La dite parcelle de terrain sise dans l'ancienne gare affectée au profit du ministère de la Justice et mise à la disposition de la Cour suprême est transférée au lot numéro 49 bis du même lotissement et d'une superficie de 3700 m² au profit de la même institution. Cinquième question, projet d'arrêté modifiant l'arrêté numéro 2013-769/PR/MB portant affectation d'une parcelle de terrain sise en Nagad au ministère de l'Intérieur mise à disposition de l'OVD. Ce projet d'arrêté vise à modifier l'article 1er de l'arrêté numéro 2013-769/PR/MB portant affectation d'une parcelle de terrain située en Nagad, actuellement mise à la disposition de l'Office de voirie de Djibouti. Cette modification a pour objet l'affectation de la dite parcelle au profit de la société Djibouti Metal Center. La société Djibouti Metal Center sera une joint venture, une société commune entre l'Office de voirie de Djibouti et une société turque et permettra la valorisation des métaux qui sont disponibles sur le territoire djiboutien. En fin de séance, divers ministres ont présenté une communication sur la participation au rapport de mission. Le ministre de l'économie et des finances a rendu compte au Conseil des ministres de sa participation au 57e réunion annuelle de la Banque africaine de développement qui s'est tenue du 22 au 26 mai 2023 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le ministre de la Santé a présenté son rapport de mission à la participation à la 76e Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue du 21 au 28 mai à Genève. Le ministre du Travail a présenté son rapport de mission de la délégation qu'il a conduite à la conférence arabe du travail qui s'est tenue au Caire du 22 au 28 mai 2023. Et enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu de sa participation à la 4e session du comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et le sport qui s'est tenue le 26 mai 2023 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Au Palais du Peuple s'est tenu un atelier de lancement sur la politique nationale genre pour la période 2023-2030. Un événement majeur initié par le ministère de la Femme et de la Famille, placé sous l'égide du Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, avec l'appui de FUNIAP. Les explications dans ses commentaires. Le Palais du Peuple a abrité une cérémonie qui a porté sur la présentation de la politique nationale genre 2023-2030. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, l'organisation de cet événement au Palais du Peuple a été rehaussée en outre par les membres du gouvernement, les membres de l'administration, des femmes cadres du monde privé, des femmes entrepreneurs, des femmes de l'organisation onusienne, mais aussi des femmes de la société civile. Initiée par le ministère de la
femme et de la famille, appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Union européenne. La politique nationale genre pour la période 23-2030 constitue un cadre d'orientation nationale en matière de promotion du genre. En effet, cette politique se veut un cadre de concertation et de dialogue pour assurer un développement humain durable et équitable. Par ailleurs, sa mise en œuvre permettra une meilleure protection des droits des femmes. Passons à présent à l'actualité régionale. La 6e conférence du Conseil consultatif national en Somalie, présidée par le président Hassan Sheikh Mohamud, s'est clôturée au palais présidentiel de la capitale à Mogadiscio. La 6e conférence du Conseil consultatif national en Somalie, présidée par le président Hassan Sheikh Mohamud, s'est clôturée au palais présidentiel de la capitale à Mogadiscio. Ont participé à la conférence le chef de région de Jubaland, Ahmed Madobe, Sud-Ouest, Abdelaziz Laftagaren, Gulmodog, Ahmed Qorqor et Hershibale, Ali Guldawi. Les participants ont discuté au cours de cette conférence de la sécurité et surtout de la lutte contre Al-Shabaab, ainsi que les questions politiques et économiques. Il s'agit de la 6e réunion du genre pour le dirigeant du Conseil consultatif national depuis la réélection de Hassan Sheikh Mohamud. Des tirs ont résonné dimanche à Khartoum au 6e de ce cessez-le-feu qui devrait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, mais qui n'a jamais été respecté par l'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan. La suite dans ses commentaires. L'Arabie saoudite et les États-Unis d'Amérique ont appelé dimanche les deux parties au conflit au Soudan à prolonger le cessez-le-feu qui doit prendre fin ce lundi. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères rendu public un jour avant la fin d'un accord de trêve de 7 jours parrainé par Riyad et Washington dans la ville de Jeddah entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide. Le 22 mai, un nouvel accord de cessez-le-feu d'une semaine entre les deux parties est entré en vigueur. Les pourparlers se poursuivent en Arabie saoudite dans le but de parvenir à une cessation définitive des combats et à une solution pacifique au conflit. Le communiqué indique que l'Arabie saoudite et les États-Unis, en tant que facilitateurs de l'accord de cessez-le-feu à court terme, appellent les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à poursuivre les discussions pour parvenir à un accord de prolongation, sachant que le cessez-le-feu prendra fin lundi à 21h, heure de Khartoum. Pour l'actualité internationale, le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, heureux vainqueur à l'élection présidentielle, a assuré que cette victoire n'est pas seulement la sienne et celle de ses sympathisants, mais aussi celle de la Turquie et de la démocratie. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, heureux vainqueur à l'élection présidentielle, a assuré que cette victoire n'est pas seulement la sienne et celle de ses sympathisants, mais aussi celle de la Turquie et de la démocratie. Le président sortant dont la victoire a été annoncée par la Commission électorale suprême, sur la base de résultats partiels non définitifs après le dépouillement de plus de 99% des urnes, a effectué un discours devant une immense foule rassemblée devant le complexe présidentiel à Ankara, la capitale. Comme tout au long de sa campagne, tant à travers ce discours que lors de ses nombreux déplacements dans les régions concernées, Erdogan a rappelé la mobilisation totale de l'État et de ses institutions en faveur de sinistrés et de terribles tremblements de terre en début février. Dans son allocution, Erdogan a invité le leader des autres partis qui ont composé avec le Parti de la justice et du développement l'Alliance du peuple à montrer sur scène afin de s'allier tous ensemble le dizaines de milliers de personnes venues l'acclamer. 4 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un bateau de tourisme sur le lac Majeur dans le nord de l'Italie. Le navire de 16 mètres de long s'est retourné dans la soirée du 28 mai après un violent orage survenu dans la région de la Lombardie. Le point dans ce commentaire.
2 Italiens, un Israélien et une citoyenne russe sont morts dans le naufrage d'un bateau de tourisme sur le lac Magère en Italie. 4 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un bateau de tourisme sur le lac Magère dans le nord de l'Italie. Le navire de 16 mètres de long s'est retourné dans la soirée du 28 mai après un violent orage survenu dans la région. Une vingtaine de passagers ont été secourus par d'autres bateaux présents sur le lac et certains passagers ont réussi à nager jusqu'au rivage. Des 2 victimes sont 2 Italiens issus des services de renseignement de leur pays. C'est tout pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.